Salut les amis. Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pentacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés.
vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient pas s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congelions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Ainsi, les astronautes ont toujours beaucoup de travail à faire. Ils s'occupent des pannes sur le vaisseau, vont dans l'espace pour réparer quelque chose, mènent des expériences, tiennent des registres quotidiens, rapportent tout au centre sur Terre et rencontrent parfois des choses mystérieuses inconnues venant de l'espace. Voyons lesquelles. Ainsi, vous êtes seul dans un petit vaisseau spatial. Vous avez notre grande planète d'un côté et l'espace noir infini de l'autre. Vous vérifiez les instruments, faisant des tâches d'astronaute, lorsque vous entendez un étrange coup. Quelqu'un ou quelque chose frappe sur votre vaisseau. Vous réalisez que c'est impossible, mais ensuite le coup se répète. Tu regardes par le hublot, mais tu ne vois personne. Puis tu signales l'incident au répartiteur au sol. Personne ne sait ce que cela pourrait être. Tu as entraîné ta tolérance au stress et ton mental pendant de nombreuses années, mais maintenant tu es un peu nerveux. L'astronaute Yang Liwei a entendu pour la première fois un mystérieux bruit de coup en 2003 lorsqu'il se trouvait à l'intérieur d'un petit vaisseau spatial dans le cadre de la première mission spatiale chinoise. Yang a déclaré que le son ressemblait à un coup porté sur un seau en fer avec un marteau en bois. Il a également noté que le coup ne provenait ni de l'extérieur du vaisseau, ni de l'intérieur. Il n'a pas pu en déterminer la source. Lorsque Yang est revenu sur Terre, il a essayé de reproduire le coup afin que les experts puissent en découvrir la nature. Mais personne n'a réussi à savoir de quoi il s'agissait. Une histoire similaire s'est répétée avec d'autres astronautes chinois en 2005 et 2008.
Le collègue de Young a suggéré que le navire pourrait produire le son en raison de l'expansion ou de la compression de la coque. La température à l'intérieur du navire était très différente de celle de l'espace. Et cette différence pouvait amener la coque en métal à produire un son similaire à un coup. N'y voyez donc pas de critique. Un autre son mystérieux a été entendu par les astronautes de la NASA lors de la mission Apollo 10 alors qu'ils orbitaient autour de la Lune. C'était un étrange sifflement d'origine inconnue. L'un des astronautes l'a décrit comme une musique cosmique. Les informations sur cet incident ont été classifiées pendant longtemps, mais récemment, la NASA a expliqué le mystère. Le son de sifflement n'était qu'une interférence radio. Oui, c'est ça. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de son effrayant dans l'espace. La NASA a lancé de nombreuses sondes de recherche dans les profondeurs infinies de l'espace. Une sonde a enregistré les sons de Jupiter, une autre, les sons de Saturne. La troisième sonde a enregistré des particules de poussière et de petits rochers s'écrasant sur le vaisseau. Techniquement, ce ne sont pas des sons, car les ondes sonores ne peuvent pas exister dans l'espace. Les vaisseaux ont enregistré des émissions radio de divers objets, puis les scientifiques ont transformé ces ondes en sons. Et le plus cool, c'est que vous pouvez trouver tout cela sur Internet. Il y avait de nombreuses rumeurs et légendes à propos de Neil Armstrong et de son atterrissage sur la Lune. L'un des mythes les plus populaires raconte comment l'astronaute a vu d'étranges vaisseaux spatiaux sur la Lune. L'astronaute n'a jamais commenté cette affaire, et son témoignage ainsi que les données qu'il a fournies au centre de communication sur Terre ont été classifiées. Mais, selon la légende, Armstrong a prononcé des mots inquiétants lorsqu'il était sur le satellite de la Terre et a vu quelque chose. Ces bébés étaient énormes, monsieur, énormes! Vous ne me croiriez pas, je vous le dis. Il y a d'autres vaisseaux spatiaux là-bas, alignés de l'autre côté du bord du cratère. Ils sont sur la Lune et nous observent. Après cela, il est retourné au vaisseau spatial et a volé vers la Terre, renifle. Oui, cela ressemble certainement à une légende urbaine. En 2005, le commandant de la Station spatiale internationale, Leroy Chiao, a vu des lumières étranges lors d'une sortie dans l'espace. Il les a décrites comme un ensemble de lumières blanches qui s'élevèrent de la Terre et le traversaient. Ses collègues ont signalé qu'il pourrait s'agir d'une illusion d'optique, causée par de nombreux bateaux de pêche munis de projecteurs le long de la côte de l'Amérique du Sud. Leroy voyait la lumière des bateaux se réfractant et traversant son casque. Il doutait de cette version car il se trouvait à une altitude de 370 km. Et les bateaux auraient dû avoir des lumières assez puissantes. Mais l'astronaute était également sceptique quant à l'origine extraterrestre de ces lumières. L'un des phénomènes mystérieux les plus courants associés à l'espace est la lumière scintillante. Mais parfois, les gens remarquent quelque chose de plus matériel. Par exemple, l'astronaute de la NASA Story Musgrave a vu un tube qui volait dans l'espace, se déplaçant comme un serpent. Il a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une créature vivante d'une autre planète, ou de quelque chose de similaire. Bien sûr, personne ne le croyait. Les gens supposaient que l'astronaute avait vu une pièce détachée de l'ISS ou un débris spatial, comme un tuyau ou un tube. Mais l'astronaute était sûr que ce tube avait bougé comme un organisme vivant. Cependant, la version avec les déchets volants paraît beaucoup plus légitime. Lors de la mission Apollo 11, les astronautes ont signalé d'étranges éclairs lumineux dans leurs yeux. Les membres des équipes d'Apollo 12 et 13 ont vu la même chose. Le plus étrange était qu'ils voyaient ces éclairs même les yeux fermés. Ensuite, de nombreux astronautes ont rapporté avoir vu des lumières vives. Ils voyèrent des éclairs avant de se coucher et dans des pièces sombres. Certains étaient brillants, tandis que d'autres étaient à moins intenses et de couleurs différentes. Lors des sorties extravéhiculaires, ils se répétaient toutes les quelques minutes. Les scientifiques ont mené des expériences sur Terre pour comprendre la nature de ce phénomène étrange. En conséquence, la NASA a conclu que les astronautes avaient observé des rayons cosmiques d'une nature inconnue. Les chercheurs ont suggéré que les particules de ces rayons affectaient directement les récepteurs de la rétine. Les nerfs optiques des astronautes ressentaient le rayonnement, et leur cerveau réagissait à celui-ci par des éclairs de lumière. Lors de la mission spatiale Gemini 4, l'astronaute James McDivitt a vu un objet géométrique étrange dans l'espace, semblable à une boîte de conserve avec un crayon qui en sort. Dès que les médias ont été informés, les journaux ont commencé à prétendre que James avait vu un vaisseau d'une autre civilisation. Puis, quelques années plus tard, l'astronaute a réfuté cette théorie. Il a vu des photos prises à l'intérieur du vaisseau et a remarqué la même boîte de conserve dessus.
Il s'est avéré qu'il s'agissait du reflet de quelques boulons sur le carreau de la fenêtre. D'ailleurs, ce n'était qu'une des nombreuses fois où les astronautes ont confondu les détails du vaisseau avec des choses étranges de l'espace. En 1962, l'astronaute John Glenn se trouvait à l'intérieur du vaisseau spatial Friendship 7 lorsqu'il a remarqué des choses étranges à l'extérieur. Elles ressemblaient à de minuscules lucioles lumineuses. Glenn a immédiatement signalé cela au poste de commande de la NASA. Les répartiteurs ne savaient même pas comment commenter ce message. Donc, la nature des lucioles cosmiques est restée non résolue. Mais ensuite, presque un an plus tard, les astronomes ont découvert ce que c'était en réalité. Au début, ils pensaient que les lucioles étaient des morceaux de métal arrachés d'une partie du vaisseau. Mais ils ont ensuite compris que les lumières scintillantes étaient des gouttelettes de liquide gelé qui se déplaçaient et se fissuraient dans l'espace. L'un des cas les plus étranges de l'histoire des débuts de l'exploration spatiale s'est produit lors de la mission du vaisseau spatial Gemini 6, le 16 décembre 1965. Deux astronautes, Wally Schirra et Tom Stafford, étaient à bord. Ils se préparèrent à retourner sur Terre, mais ont vu quelque chose d'étrange dans l'espace. Wally a contacté le centre de contrôle de la mission et a signalé qu'il observait un objet inconnu ressemblant à un satellite. Il se déplaçait du nord au sud, quelque part dans l'orbite polaire de la planète. L'objet s'approchait d'eux, et l'astronaute pouvait voir les détails. C'était un vaisseau spatial inconnu avec un pilote vêtu d'une combinaison rouge. Wally entendit à la radio que les voix du centre de commandement devenaient tendues. Personne ne savait ce que c'était, ni comment réagir face au vaisseau inconnu. Puis, à ce moment-là, ils commencèrent à entendre ce qui semblait être de la musique. D'une manière ou d'une autre, la chanson Jingle Bells commença à jouer à la radio. Wally Schirra la joua à l'harmonica, et le centre de commandement réalisa que tout cela n'était qu'une plaisanterie. Schirra et Stafford ont élaboré cette plaisanterie de Noël quelques semaines avant le vol. Ils voulaient remonter le moral de leurs collègues sur Terre en disant qu'ils avaient vu le Père Noël dans un vaisseau spatial. Quand Wally Schirra a terminé la chanson, les gars de la Terre se sont détendus et ont dit que c'était vraiment exagéré. C'est encore l'une des blagues les plus célèbres jamais faites par des astronautes. Vous le reconnaîtrez grâce à ses célèbres autoportraits. Le reste de ses peintures est tout aussi populaire, même s'il ne fut pas un artiste célèbre de son vivant. Mais il est probablement surtout connu pour le fait qu'à un moment donné, il a commencé à ne plus aimer son oreille gauche, et alors les choses ont dégénéré. Examinons quelques-uns des faits les plus fascinants concernant Vincent van Gogh, à l'origine de certaines des tableaux les plus impressionnants de l'histoire. Van Gogh a commencé à peindre à l'âge de 27 ans, ce qui est assez tard par rapport à d'autres artistes prodiges. Il a également appris tout seul à se servir d'un pinceau. Et ces premières peintures n'étaient pas aussi vives et colorées que celles que la plupart des gens connaissent. Au début de son travail artistique, il utilisait une gamme limitée de couleurs et peignait certains des aspects les plus difficiles de la vie. Un grand nombre de ses premiers tableaux montraient des personnes luttant contre la pauvreté. Bien qu'il n'ait été artiste que pendant une courte période, Van Gogh était un homme très occupé. Il n'a peint que pendant une dizaine d'années. Mais durant cette période, il a créé environ 2100 œuvres d'art, dont 860 sont des peintures à l'huile. Certains historiens de l'art estiment qu'il devait créer une œuvre toutes les 36 heures. Pour couronner le tout, nombre de ces œuvres furent réalisées au cours des 2 dernières années de sa vie. Malgré des problèmes de santé et de graves difficultés financières, Van Gogh a vraiment tout donné à son art. Van Gogh peignait la lumière différemment des artistes venus avant lui. Il donne l'impression que la lumière bouge. Par exemple, le soleil qui brille sur l'eau ou les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne. Lorsque vous regardez ces peintures, la lumière semble vaciller et bouger. C'est parce que votre cerveau ne se contente pas de repérer les différentes couleurs, il les voit aussi se mélanger. Il vous trompe en vous faisant voir différentes nuances de lumière. L'un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh s'intitule « La nuit étoilée ». Comme son nom l'indique, il représente un ciel nocturne rempli d'étoiles. Le tableau montre également un village, avec des maisons et des arbres éclairés par les étoiles. Cette œuvre est célèbre pour ses couleurs vives et la façon dont Van Gogh a capturé le sentiment de la campagne en pleine nuit. Mais cette peinture était-elle originale? D'autres artistes semblent penser que Van Gogh s'est en fait inspiré d'une autre œuvre célèbre. La galaxie du tourbillon de William Parsons, si vous comparez les deux images, vous verrez de nettes similitudes.
Ce n'est pas le seul fait fascinant concernant ce tableau. Certains historiens de l'art estiment que la Nuit étoilée de Vincent van Gogh montre qu'il était aussi amateur d'astronomie. Notre artiste étudiait les étoiles au-dessus de sa tête au moment de peindre cette œuvre célèbre, non loin d'un établissement psychiatrique en France. Si nous comparions une image réelle du ciel nocturne avec le tableau de Vincent, nous serions stupéfaits par la précision de son regard. La lune dans le tableau se trouve à l'endroit où elle aurait été si Van Gogh avait réalisé son œuvre vers 4 heures du matin. L'objet brillant à droite du cyprès se trouve à l'endroit exact où Vénus se trouvait à cette même heure. La constellation du Bélier se trouve en haut du tableau. Certains experts pensent que la partie tourbillonnante au milieu de l'image est une comète que Van Gogh a imaginée, et non quelque chose qu'il a réellement vu. Ils ont également retrouvé les pages d'un magazine que Van Gogh lisait et qui contenait des images de comètes ressemblant à ce détail du tableau. Des années plus tard, des scientifiques ont utilisé le télescope Hubble pour observer un nuage tourbillonnant autour d'une étoile, et ils se sont souvenus de la Nuit étoilée de Van Gogh. Comment Van Gogh avait-il su figurer une image aussi précise de l'espace à une époque où il n'y avait pas de technologie moderne ? Ils étaient loin de se douter que son tableau serait en fait très utile pour résoudre ce mystère. Ils décidèrent d'étudier de plus près les peintures de l'artiste et ils furent stupéfaits. Ces œuvres semblent avoir été peintes à l'aide d'un télescope très moderne, bien que ce soit bien sûr absolument impossible. Il a su représenter avec précision l'aspect des fluides dans l'espace sans avoir la moindre connaissance de la physique et de l'astronomie moderne. D'autres experts se sont intéressés aux peintures de Van Gogh en raison des motifs tourbillonnants qu'on y trouve. Selon eux, on est très proche des galaxies spirales, découvertes pour la première fois une quarantaine d'années, seulement avant que Van Gogh ne peigne la plupart de ses œuvres. Ces spécialistes ont alors cherché à savoir si l'artiste connaissait ce type de galaxie. Mais ils n'ont pu trouver aucune preuve. Cependant, leur meilleure hypothèse est qu'il connaissait ce phénomène et qu'il a essayé de l'inclure dans son art. Nous connaissons tous l'histoire de Vincent van Gogh, qui s'est coupé l'oreille gauche. Si cette triste anecdote est bien connue, la raison pour laquelle il a agi de la sorte est encore sujette à débat. Certains affirment qu'il se serait disputé avec son ami Paul Gauguin, un peintre tout aussi célèbre, ce qui l'aurait conduit à passer à l'acte. Mais d'autres pensent que c'est Gauguin lui-même qui aurait blessé Van Gogh lors d'une dispute. Nous ne savons pas avec certitude ce qui s'est passé, mais il semblerait que Van Gogh n'ait coupé qu'une petite partie du lobe de son oreille et non son oreille entière. Van Gogh a peint 43 autoportraits sur une période de 3 ans parce qu'il n'avait pas les moyens d'engager des modèles et qu'il avait peu de monde autour de lui. Dans ses autoportraits, il a souvent l'air négligé et se représente avec les yeux enfoncés, une mâchoire peu définie et des dents manquantes. Certains autoportraits ont même été réalisés alors qu'il avait encore son pansement sur l'oreille. Pour économiser de l'argent, Van Gogh peignait parfois par-dessus des propres tableaux, afin de ne pas avoir à acheter de nouvelles toiles. On ne peut que se demander ce qui se cache sous les plus célèbres de ses œuvres. Ce grand peintre a également écrit de nombreuses lettres. Environ 600 rien qu'à son frère Théo. Ces lettres nous renseignent sur les pensées de Van Gogh, sa vision de la vie et de l'art. Théo a conservé toutes les lettres de son frère, mais Vincent n'en a gardé que quelques-unes de Théo. Après leur décès, Johanna, la femme de Théo, a rassemblé et recopié ces lettres. Elles ont été publiées en 1914. Van Gogh écrivait aussi à d'autres personnes, par exemple à Paul Gauguin et à Émile Bernard. Ces lettres nous permettent d'en savoir plus sur sa vie et de comprendre sa vision du monde. De nombreux tableaux de Van Gogh furent perdus car les personnes qui les possédaient estimaient qu'ils ne valaient pas grand-chose. On dit que même sa propre mère a jeté certaines de ses peintures. Après sa mort, la plupart des œuvres de Van Gogh sont allées à son frère Théo. Malheureusement, celui-ci est mort à peine 6 mois après Vincent. Par chance, c'est Johanna, la femme de Théo, qui a hérité de toute l'œuvre. C'est grâce à elle que Vincent est connu de par le monde. Johanna et Théo ne furent mariés que brièvement avant qu'elle ne devienne veuve en 1891. Elle dut alors s'occuper seule de son jeune fils. Elle dut également trouver une solution pour toutes ses peintures que Théo lui laissait.
Théo voulait que les gens connaissent l'œuvre de son frère et Johanna désirait honorer la mémoire de son mari en réalisant son souhait. Pour ce faire, elle s'installa à Bussum, aux Pays-Bas, où elle ouvrit une maison d'hôtes. Elle y rencontra de nombreux écrivains et artistes qui l'aidèrent à mieux connaître le monde de l'art. En 1905, la belle-sœur de Van Gogh organisa une grande exposition des œuvres du peintre dans un musée d'Amsterdam. Plus de 480 tableaux y furent exposés. Après l'exposition, la valeur de l'œuvre de Vincent augmenta rapidement. Un tableau intitulé « Portrait du docteur Gachet » fut vendu plus cher que n'importe quel autre tableau de Van Gogh. Cette vente eut lieu en 1990 et les enchères montèrent jusqu'à 83 millions de dollars. Il s'agissait de la somme la plus élevée jamais payée pour un tableau. Si l'on tient compte de l'inflation, cela équivaudrait aujourd'hui à environ 180 millions de dollars. Quand tu étais enfant, on ne t'a pas appris à ne pas jouer avec la nourriture ? Apparemment, on ne l'a pas appris aux astronautes et faire flotter des cubes de gelée à travers la cabine en apesanteur est très amusant. Mais c'est aussi le signe d'un problème potentiel appelé l'euphorie de l'espace. Personne n'avait jamais envisagé qu'un bonheur extrême dans l'espace puisse devenir un problème. Mais c'est bien le cas, et ça n'a rien d'une plaisanterie. Pendant de nombreuses années, cette euphorie spatiale a échappé à toute détection, alors qu'elle était juste là, à la vue de tous. Lorsque l'astronaute de la mission Apollo 14, Alan Shepard, a emporté secrètement des balles de golf sur la Lune et qu'il a essayé de créer une Lune miniature pour celle-ci en tentant de lancer une balle en orbite, tout le monde a trouvé ça marrant. L'astronaute d'Apollo 16, Charles Duke, a pensé qu'il serait drôle d'essayer de rivaliser avec les athlètes des Jeux Olympiques de 1972 sur Terre. Il a tenté de sauter plus haut que les athlètes en bénéficiant d'une gravité lunaire équivalente à 1/6 de celle de la Terre. Duke a sauté si haut qu'il a pivoté en l'air et est retombé en s'écrasant sur le système de survie de son sac à dos. La chute aurait pu être fatale si le sac s'était fissuré. Le commandant de Duke, John Young, a alors déclaré « Ce n'est pas drôle » et il avait raison. Pourtant, lorsque les astronautes d'Apollo 17 se sont mis à danser et à chanter des berceuses tout en collectant des échantillons de roches, tout le monde a trouvé ça mignon. Et l'euphorie de l'espace est encore passée inaperçue. Dès 1965, lorsque Ed White est devenu le premier Américain à flotter dans l'espace lors d'une sortie extravéhiculaire, son euphorie spatiale est devenue évidente. Il est resté dehors bien plus longtemps que nécessaire, afin de tester sa mobilité avec le tout premier jetpack, ou MMU comme on l'appelait, l'acronyme de Manned Maneuvering Unit. Il a alors déclaré « Je ne reviendrai pas, c'est tellement amusant ». Enfin, lorsqu'on lui a ordonné de retourner à bord du vaisseau Gemini, Ed White a déclaré que c'était le jour le plus triste de sa vie. De toute évidence, quelque chose de sinistre était à l'œuvre avec cette euphorie de l'espace. L'apesanteur, associée à la vue de la Terre qui passe en dessous, crée une exaltation qui surmonte tout sens du devoir. C'est là le plus grand danger de cette euphorie spatiale. Avec le recul, on a pu constater les effets de l'euphorie de l'espace lorsque les astronautes d'Apollo 17 ont conduit le rover lunaire. Ils ont dépassé la limite de vitesse recommandée et on pouvait les entendre crier et hurler alors que le rover se balançait sur 2 roues, s'envolant même parfois dans les airs. L'astronaute canadien Chris Hadfield était occupé à travailler sur son EVA, ou activité extravéhiculaire, quand il a fait une pause pour regarder par-dessus son épaule. La magie de l'espace lui est apparue en pleine face. Il a été tellement bouleversé par la beauté de la Voie lactée que ses yeux ont commencé à s'emplir de larmes. Or, dans l'espace, les larmes ne coulent pas sur les joues, elles s'accumulent dans les yeux. Hadfield a été aveuglé par ses larmes de joie. Mais allant à l'encontre du protocole, il a refusé de le dire à ses superviseurs sur Terre. Ce n'est qu'une fois qu'il n'a plus été en mesure de travailler qu'Hadfield a prononcé la fameuse phrase « Houston, j'ai un problème ». C'était le résultat direct de cette euphorie spatiale. Il a toutefois réussi à remonter dans la navette, mais son EVA n'a pas été finalisé. L'euphorie de l'espace avait encore frappé. Il y a un autre aspect de l'euphorie de l'espace qui mérite une attention sérieuse. C'est ce qu'on appelle l'effet de surplomb. L'apesanteur dans l'espace affecte tout, de la santé physique et psychologique des astronautes à la physique liée à l'utilisation de tous les équipements mécaniques du vaisseau spatial. Cependant, l'apesanteur n'est pas due à un manque de gravité.
les astronautes sont en orbite autour de la Terre à moins de 500 km d'altitude, ce qu'on appelle LEO pour Low Earth Orbit, soit orbite terrestre basse. Or, il y a encore beaucoup de gravité en orbite terrestre basse. La gravité de la Terre maintient par exemple la Lune en orbite. Or, la Lune est à environ 400 000 km de distance. En fait, un astronaute de 68 kg en pèserait 64 en LEO. La pesanteur dans l'espace est due non pas à l'absence de gravité, mais à la chute libre. Ce qui monte doit redescendre. La fusée est propulsée et environ 8 minutes plus tard, les moteurs s'éteignent. Le vaisseau spatial commence alors à retomber sur la Terre. Heureusement, à ce moment-là, il a atteint la vitesse orbitale, qui est d'environ 28 000 km/h. Ainsi, il tombe vers la Terre, mais ne la heurte jamais. Il continue à tourner autour dans la même trajectoire incurvée que la surface de la Terre. Il est donc en orbite. C'est une chute libre, et même si tout le monde appelle cela de l'apesanteur, ce n'est pas le cas. Si tu devais placer un pèse-personne sous tes pieds en chute libre, il afficherait 0. Tu ne pèserais rien, mais c'est parce que le pèse-personne tombe lui aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les astronautes conservent toute leur puissance musculaire, leur masse reste la même. Par conséquent, ils peuvent soulever dans l'espace des équivalents lourds, qui pèseraient des centaines ou même des milliers de kilos sur Terre. Les astronautes deviennent des super-humains dans l'espace. Et cela crée une autre situation inhabituelle. Lors du tout premier voyage sur la Lune, les astronautes d'Apollo 8 n'étaient même pas censés regarder en arrière et photographier la Terre. Ils n'ont pris qu'un nombre limité de clichés de notre planète, ce qui est dommage. Toutefois, le lever de Terre depuis la Lune est sans doute devenu la photo la plus influente du XXe siècle sur le plan écologique et elle n'était même pas prévue. Mais c'est la clé pour comprendre l'effet de surplomb. S'étonner de l'inattendu. Même aujourd'hui, presque aucun globe terrestre ne représente fidèlement la Terre. Les globes dans les écoles et les bibliothèques montrent chaque pays, généralement dans des couleurs différentes. Chaque pays arbore une étoile pour marquer sa capitale. Ce n'est donc pas l'apparence de la Terre vue de l'espace. Ces globes ne sont pas des globes de la planète Terre. D'ailleurs, il n'est pas si facile de trouver un globe ressemblant à notre planète. Il n'y a qu'à lire les étiquettes sur les globes scolaires. Le monde géopolitique. Ce sont des globes figurant un lieu qu'on appelle le monde. Or, il n'existe pas de planète appelée le monde. Le monde ne vit pas dans l'espace. Il vit sur le bureau ou sur l'étagère de quelqu'un. La définition de l'espace est d'origine géologique. L'espace est défini comme existant jusqu'à l'atmosphère de la Terre, mais sans l'inclure. Ainsi, la Terre n'est même pas vue comme un objet astronomique. Cela explique pourquoi la toute première mission sur la Lune, la mission Apollo 8, n'avait prévu aucune photo de la Terre. Les selfies n'existaient pas à l'époque. Cela explique aussi pourquoi l'impact psychologique de voir le lever de Terre depuis la Lune a été si profond. C'était une perception unique et totalement nouvelle, à laquelle aucun humain n'était préparé. Voir la Terre dans l'espace était une surprise totale. Imagine que tu flottes dans l'espace, à l'extérieur du vaisseau spatial. Tu es entouré par la galaxie de la Voie lactée, brillant de ses millions d'étoiles. La planète Terre est une bille bleue qui passe sous tes pieds. C'est assez enivrant. Comment réagirais-tu? Serais-tu bouleversé à l'idée d'être en dehors du monde? L'astronaute d'Apollo 9, Rusty Schweickart, était convaincu d'être ce qu'il appelait l'élément détecteur de l'humanité. Qu'entendait-il par là? C'est justement l'effet de surplomb qui entre en jeu. Schweickart avait l'impression d'être connecté à tous les habitants de la Terre. Il a comparé cela à l'accession à une nouvelle forme d'existence. Et il n'est pas le seul à avoir ressenti l'effet de surplomb. L'astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, a déclaré ceci à propos du fait d'être dans l'espace. C'était plutôt une extension du même processus universel qui a fait évoluer nos molécules. Et ce que j'ai ressenti, c'est une connexion personnelle extraordinaire avec ce processus. J'ai vécu ce qui a été décrit comme une extase du sentiment d'unité. Je n'ai pas seulement vu cette connectivité, je l'ai ressentie et vécue de manière sensible. J'étais submergé par la sensation de m'étendre physiquement et mentalement dans le cosmos. Quelques années après son retour de l'espace, l'astronaute Mitchell a créé un institut pour étudier les ondes cérébrales des personnes qui ont été dans l'espace. Et il s'est avéré qu'elles étaient différentes. Selon les recherches de l'Institut de Mitchell, la sensation euphorique d'unité avec l'univers crée des ondes cérébrales similaires à celles des moines en méditation.
Les études de Mitchell étaient si importantes que la NASA a lancé une mission spéciale en 1998, uniquement pour analyser les effets de l'espace sur le cerveau. La mission Neurolab a étudié les cellules cérébrales d'animaux de laboratoire et de l'équipage des astronautes également, alors que ces cellules essayaient de s'adapter à l'environnement de chute libre en orbite terrestre basse. Nous ne pouvons pas tous être astronautes, mais désormais, nous pouvons tous accéder à des expériences de réalité virtuelle de ce que les astronautes ont vu dans l'espace. Internet a ouvert notre perspective terrestre pour partager l'unité et l'unicité de l'effet de surplomb et nous donner un petit aperçu de l'euphorie spatiale que les astronautes ressentent là-haut. À 25 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, se trouve une jeune étoile, Vega. Brillante et célèbre, cette étoile a 2 fois la masse de notre Soleil. Vega est si brillante que tu peux la voir même à l'aube, lorsque toutes les autres étoiles disparaissent du ciel. Mais malgré la renommée de cette étoile, les astronomes n'ont jamais vu une seule planète en orbite autour de Vega. Et ce, jusqu'à un passé récent. Les chercheurs observaient l'étoile depuis une dizaine d'années quand ils ont repéré un curieux signal. C'est peut-être la première planète du système stellaire de Vega dont nous aurions connaissance. Si elle existait, ce serait un endroit merveilleux. La planète orbiterait probablement si près de son étoile hôte qu'une journée y durerait environ 2,5 jours terrestres. Ce monde aurait la taille de Neptune, or cette géante de glace est 4 fois plus grande que la Terre. Il pourrait même être aussi grand que Jupiter. Mais la caractéristique la plus impressionnante de cette planète potentielle serait sa température, qui pourrait s'avérer être la 2e plus chaude connue des scientifiques. À sa surface, il pourrait faire jusqu'à 3000 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température à la surface de la planète la plus chaude du système solaire, Vénus, ne dépasse pas 480 degrés Celsius. Le seul endroit plus chaud que le compagnon potentiel de Vega serait Kelt 9b. Les températures de cette exoplanète ne descendent pas en dessous de 4300 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, cette planète serait plus proche de Vega que Mercure ne l'est du Soleil. Cela pourrait faire gonfler la planète géante comme un ballon. Et alors, même les métaux fondraient dans son atmosphère brûlante. Malheureusement, l'existence de cette planète grésillante n'a pas encore été confirmée. Les astronomes pensent que le moyen le plus simple de prouver qu'elle existe serait d'essayer de repérer la lumière émise par cette planète inhabituelle. Et puisque nous parlons de planètes, y en a-t-il dans l'univers qui ressemble de près ou de loin à la Terre? Les astronomes ont découvert et confirmé l'existence de plus de 4000 exoplanètes. Mais ce n'est un secret pour personne que des milliers d'autres candidats attendent encore leur tour d'être détectés. Bien sûr, toutes ces planètes ne ressemblent pas à notre Terre, mais certaines s'en approchent. Par exemple, Gliese 667 CC. Ce monde se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Les scientifiques ne sont pas sûrs que la planète soit rocheuse, mais ils savent qu'elle est plus de 4 fois plus massive que notre planète. L'étoile de Gliese 667 CC est une naine rouge. C'est pourquoi elle est beaucoup plus froide que notre Soleil. Il est donc probable que l'exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Mais cette idée n'a pas encore été confirmée. La planète, semblable à la Terre, pourrait se déplacer trop près de l'étoile. Elle risque alors d'être régulièrement cuite par sa chaleur. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que la précédente. Si tu voulais atteindre cette planète, il te faudrait parcourir 600 années-lumière. Ce monde, qui est plus de 2 fois plus grand que la Terre, se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Mais on ne sait pas si la planète est liquide, gazeuse ou rocheuse. Kepler 69c est presque 70% plus grande que notre planète. Elle est aussi très éloignée, 2700 années-lumière. Il te faudrait 54 millions d'années pour parcourir une telle distance dans un vaisseau spatial actuel. Les chercheurs ne savent pas exactement de quoi est composé Kepler 69c, mais ils pensent qu'elle se trouve probablement dans la zone habitable de son étoile. La position de la planète dans son système solaire est semblable à celle de Vénus dans le nôtre. Mais comme l'étoile hôte n'est que 80% aussi brillante que le Soleil, la planète ne devrait pas être aussi affectée par sa chaleur. Kepler 452b est la planète la plus semblable à la Terre que les astronomes aient découverte jusqu'à présent. Elle se trouve à 1400 années-lumière de notre planète. Son étoile hôte est très similaire à notre Soleil. Et la planète qui se trouve dans sa zone habitable fait 1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent aussi que Kepler 452b est probablement une planète rocheuse. Est-ce que l'une de ces planètes ou d'autres sont propices à la vie?
On a recensé jusqu'à présent 24 planètes potentiellement super habitables. Et l'une d'entre elles répond non pas à un, mais à 2 critères que les astronomes ont définis pour de tels mondes. KOI 5715.01 est âgée de 5,5 milliards d'années et fait environ 2 fois la taille de la Terre. Elle orbite autour d'une naine orange à un peu moins de 3000 années-lumière de notre planète. La température de sa surface pourrait être plus froide que celle de la Terre, de 2 degrés Celsius. Mais comme l'atmosphère de la planète pourrait contenir plus de gaz qui retiennent la chaleur, elle est probablement super habitable. Une autre planète potentiellement super habitable est KOI 5554.01. Elle est un peu plus âgée que notre planète, 6,5 milliards d'années contre nos 4,5 milliards. La taille de l'exoplanète est probablement la même que celle de la Terre, et elle est en orbite autour de son étoile hôte, une naine jaune. La température moyenne à sa surface est de 27 degrés Celsius. Quelles planètes sont visibles depuis la Terre? Mercure est la plus proche du Soleil dans notre système solaire, mais comme elle est si proche de l'étoile, tu ne peux la voir que juste avant et juste après le lever du Soleil, au petit matin et au crépuscule. De près, elle ressemble un peu à notre bonne vieille Lune. La planète n'a pas d'atmosphère et les températures à sa surface sont extrêmes, 427 degrés Celsius le jour et moins 179 degrés Celsius la nuit. Vénus est le deuxième objet céleste le plus brillant après la Lune. C'est l'une de nos plus proches voisines. C'est aussi celle qui ressemble le plus à la Terre en termes de gravité, de taille, de masse et de densité moyenne. Malheureusement, tu ne pourras pas voir la surface de Vénus depuis la Terre. Une épaisse couche de nuages cache la planète. Jupiter peut être le 3e ou le 4e objet le plus brillant du ciel. Cela dépend de Mars, qui brille parfois plus fort que la géante gazeuse. Tu peux particulièrement bien voir Jupiter en été. La caractéristique la plus marquante de la géante gazeuse est sa grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète depuis des siècles. Même si la plus grande planète du système solaire ressemble à une sphère solide, tu ne pourrais pas atterrir à sa surface. Jupiter est principalement composé de gaz, surtout de l'hélium et de l'hydrogène. Saturne est la 2e plus grande planète du système solaire. C'est la dernière des 5 planètes que tu peux voir depuis la Terre à l'œil nu. Saturne est incroyablement loin de la Terre, mais ses anneaux uniques t'aident à reconnaître instantanément cette colossale planète. On peut toutefois déplorer que l'élément caractéristique de Saturne ne soit visible qu'à travers un télescope. À propos, plus de 700 terres tiendraient dans Saturne. En même temps, la densité de la géante gazeuse ne représente qu'un 1/8 de celle de la Terre. C'est pourquoi la masse de Saturne est à peine 95 fois supérieure à celle de notre planète. Quelles planètes du système solaire sont les plus proches les unes des autres? Les astronomes pensent que Mercure est la plus proche de toutes les autres planètes du système solaire. Ce qui est surprenant quand on sait que Vénus tourne autour du Soleil entre Mercure et la Terre. N'est-elle pas censée être plus proche de notre planète? Vénus est en effet assez proche de la Terre, mais seulement pendant une très courte période de son orbite. Le reste du temps, Vénus est beaucoup plus éloignée. A l'inverse, l'orbite de Mercure ne permet pas à la planète de s'éloigner trop du Soleil. Et elle est donc plus proche de la Terre, plus de 50% du temps. Le même principe s'applique aussi avec les autres planètes. Même la géante gazeuse Neptune est plus éloignée d'Uranus que de Mercure. La plupart du temps, les 2 plus grosses planètes se trouvent sur les côtés opposés du système solaire. Leurs orbites les amènent parfois proches l'une de l'autre, mais cela arrive très rarement. Et que dire des planètes en dehors du système solaire? Les astronomes ont récemment découvert 2 mondes qui voyagent autour de la même étoile. Leurs orbites sont souvent si proches l'une de l'autre que chaque planète ressemble à une énorme pleine lune depuis la surface de l'autre. Cela se produit tous les 97 jours terrestres. Ces planètes se trouvent à environ 1200 années-lumière de la Terre. Leur composition et leur taille sont différentes, mais la distance qui les sépare n'est que de 2 millions de kilomètres. C'est 5 fois la distance entre la Terre et la Lune, et c'est plus proche que toutes les distances connues des astronomes entre 2 planètes. L'un de ces 2 mondes nouvellement découverts est plus de 4 fois plus massif que notre Terre. Il est probable qu'il soit rocheux. L'autre est une planète gazeuse de la taille de Neptune et presque 8 fois plus massif que notre planète. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à expliquer comment des corps spatiaux aussi radicalement différents se sont retrouvés sur des orbites aussi similaires. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud.
Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoile et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto.
Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis. Le 23 juillet 2024, la sonde spatiale Solar Orbiter, opérée par l'Agence spatiale européenne, a détecté une éruption solaire d'une puissance exceptionnelle provenant de la face cachée du Soleil. Bien qu'elle ne soit pas la plus intense jamais observée, il est indéniable que nous avons eu une chance inouïe de ne pas en subir les effets dévastateurs. De telles éruptions provoquent souvent des tempêtes de radiation violentes et persistantes. Si celles-ci venaient à se diriger vers la Terre, elles pourraient entraîner des coupures d'électricité à l'échelle mondiale. Avant d'examiner plus en détail cette éruption solaire potentiellement catastrophique, il est essentiel de comprendre la nature de ce phénomène. Les éruptions solaires résultent du mouvement incessant des champs magnétiques dans l'atmosphère de notre étoile. Lorsque le Soleil approche de son maximum solaire, la phase la plus active de son cycle de 11 ans, ce qui, soit dit en passant, correspond à la période actuelle, ces champs magnétiques s'enchevêtrent de plus en plus, transformant notre étoile en une gigantesque sphère de fils magnétiques entrelacés. Ces champs se croisent, s'entrecoupent et finissent par se reconnecter. Avez-vous déjà observé des limailles de fer autour d'un aimant? Elles s'alignent selon les lignes de force magnétique. De manière similaire, le plasma brûlant qui recouvre la surface du Soleil est influencé par ces mêmes lignes de force. Parfois, lorsque les champs magnétiques interagissent, une partie du plasma se détache, accélérant alors ces particules à des vitesses vertigineuses et libérant une radiation intense dans l'espace. C'est ce que l'on appelle une éruption solaire. D'autres fois, notre étoile projette d'énormes quantités de matière lors de phénomènes appelés éjections de masse coronale ou EMC. Une seule de ces éjections peut contenir jusqu'à 20 milliards de tonnes de matière. Si cette matière était composée de roches, elle pourrait former une montagne de 400 mètres de diamètre et près de 800 mètres de hauteur. Ce matériau expulsé traverse souvent l'espace à des vitesses dépassant 1,6 million de kilomètres à l'heure. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale figurent parmi les événements les plus violents du système solaire, libérant des quantités d'énergie inimaginables. Les éruptions solaires sont classées selon leur intensité. Les plus faibles appartiennent aux classes A et B, suivies des classes C et M, tandis que les éruptions les plus puissantes sont classées dans la catégorie X. Chaque lettre est accompagnée d'un chiffre allant de 1 à 9, et parfois même d'un chiffre supérieur, à la manière de l'échelle de Richter utilisée pour les séismes. Les éruptions de classe A et B sont trop faibles pour affecter notre planète. En revanche, les éruptions de classe C peuvent provoquer des effets légers, quoique perceptibles.
Celles de classe M peuvent engendrer des coupures radiotemporaires au pôle et déclencher des tempêtes de radiation modérées, potentiellement dangereuses pour les astronautes. Cependant, les plus redoutables sont les éruptions de classe X. Certaines éruptions sont plus de 10 fois plus puissantes qu'une X1, c'est pourquoi la classification des éruptions de classe X peut excéder le chiffre 9. Revenons à cette éruption solaire récente. Elle appartenait à la classe X14. Nous savons déjà que cela correspond à une éruption d'une exceptionnelle intensité. Parmi les autres éruptions majeures détectées récemment par les astronomes, on note une éruption de classe X12 survenue le 20 mai, ainsi qu'une éruption de classe X10 observée le 17 juillet. Toutes ces éruptions provenaient de la face cachée du Soleil. Concernant la face de notre étoile orientée vers la Terre, l'éruption solaire la plus intense observée jusqu'à présent dans ce cycle solaire s'est produite le 14 mai. Il s'agissait d'une éruption de classe X 8,7 qui a provoqué des coupures radio. Quelques jours auparavant, une tempête géomagnétique puissante, accompagnée d'aurores spectaculaires visibles dans le monde entier, avait déjà eu lieu, résultant en de puissantes éjections de masse coronale. Quant à l'éruption de classe X de juillet, sa puissance était telle qu'elle aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour nous. Heureusement, l'explosion de plasma chargé magnétiquement qui l'accompagnait n'a pas été dirigée vers la Terre. Si tel avait été le cas, nous aurions assisté à une tempête solaire d'une ampleur considérable. Les aurores boréales auraient été d'une beauté à couper le souffle, mais également empreintes d'une certaine terreur. Toutefois, une telle explosion de particules énergétiques projetées vers la Terre aurait pu engendrer des perturbations technologiques majeures et des pannes électriques, semblables à l'événement de 1989, qui avait gravement endommagé le réseau électrique du Québec. Ou encore une catastrophe bien plus ancienne, qui, malgré tout, avait causé des dommages significatifs à l'échelle mondiale. Nous faisons référence à l'événement de Carrington, survenu en 1859, qui constitue la première éruption solaire documentée ayant impacté notre planète. Cet événement s'est produit le 1er septembre et porte le nom de Richard Carrington, l'astronome solaire qui a observé l'éruption à travers son propre télescope et dessiné les taches solaires visibles à la surface de notre astre. Selon les scientifiques, cette éruption reste la tempête solaire la plus puissante documentée au cours des 5 derniers siècles. L'événement de Carrington a engendré des aurores visibles jusque dans le sud des Caraïbes. Il a également causé des perturbations majeures des services télégraphiques à travers le monde, électrocutant certains opérateurs et provoquant des incendies après que des décharges électrostatiques ont enflammé le papier utilisé pour les transmissions. Une autre éruption solaire majeure, survenue le 4 août 1972, a perturbé les communications téléphoniques longue distance dans plusieurs États américains, notamment en Illinois. Cet incident a conduit la compagnie américaine de téléphonie et de télégraphie à revoir complètement son système d'alimentation pour les câbles transatlantiques. Puis, le 13 mars 1989, 2 éjections de masse coronale extrêmement puissantes ont provoqué une tempête géomagnétique qui a entraîné une panne de courant au Canada. Cette coupure a laissé environ 6 millions de personnes sans électricité pendant 9 heures. On rapporte que cette éruption solaire a perturbé le réseau de transmission d'électricité de la centrale Hydro-Québec et endommagé certains transformateurs électriques dans le New Jersey. Cependant, malgré son ampleur, cette tempête solaire n'avait rien de comparable à l'intensité de l'événement de Carrington. La tempête solaire du 14 juillet s'est produite le jour de notre fête nationale, en l'an 2000. Il s'agissait d'un événement de classe X5, qui a provoqué des courts-circuits dans plusieurs satellites ainsi que des coupures radio. Cet épisode demeure l'un des événements solaires les plus étudiés à ce jour. Entre octobre et novembre 2003, notre étoile a émis une série d'éruptions solaires majeures et d'éjections de masse coronale qui ont atteint la Terre, frappant son atmosphère. Ces tempêtes solaires, connues sous le nom de tempête d'Halloween de 2003, ont entraîné le détournement de certains vols, affecté les systèmes satellitaires et provoqué des pannes de courant en Suède. De plus, l'observatoire solaire et héliosphérique a été incapable de remplir ses fonctions durant cet épisode solaire intense. Le 28 octobre 2003, le Soleil a émis une éruption solaire d'une ampleur considérable, en direction de la Terre. Elle était si intense qu'elle a saturé le capteur de la sonde spatiale qui la mesurait, ce dernier atteignant sa limite à X28. Plus tard, les scientifiques ont déterminé que l'éruption avait en réalité atteint une intensité maximale d'environ X45. Ce qui a rendu les tempêtes d'Halloween particulièrement inquiétantes, c'est qu'elles se sont produites à une période du cycle solaire où l'activité est habituellement calme, soit 2 à 3 ans après le maximum solaire. Selon les statistiques de la NASA, seules 17 puissantes éruptions solaires ont eu lieu à cette période.
Le 5 décembre 2006, le Soleil a émis une nouvelle éruption solaire de classe X9. Cette éruption a perturbé les communications entre les satellites et la Terre, ainsi que les signaux de navigation GPS pendant une dizaine de minutes. La tempête était si puissante qu'elle a même endommagé l'imageur radiographique du satellite GOES-13, affectant plusieurs pixels de son détecteur. En février 2022, SpaceX a subi la puissance redoutable de notre étoile lorsqu'une tempête géomagnétique a détruit 38 satellites Starlink, représentant des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette catastrophe s'est produite peu après leur mise en orbite. Malheureusement, les satellites Starlink sont particulièrement vulnérables aux tempêtes géomagnétiques en raison de leurs orbites extrêmement basses, situées entre 100 et 200 km. Ils dépendent de leurs moteurs embarqués pour contrer la traînée atmosphérique et atteindre leur altitude finale d'environ 560 km au-dessus de la Terre. Lors d'une tempête géomagnétique, l'atmosphère terrestre absorbe l'énergie de la tempête, se réchauffe et s'étend vers les hauteurs. Cela entraîne une augmentation de la densité de la thermosphère, ce qui accroît la résistance atmosphérique et peut représenter un risque majeur pour les satellites. C'est exactement ce qui est arrivé. Les nouveaux satellites Starlink n'ont pas réussi à compenser cette traînée accrue et ont commencé à retomber, finissant par brûler dans l'atmosphère.